Donc, nous voterons pour cette délibération. Nous saluons le travail du service santé produit pour ce document d'analyse et de proposition. Nous regrettons cependant l'absence d'évaluation du CLS précédent, évaluation pourtant prévue annuellement, que nous avons plusieurs fois demandée, mais jamais obtenue. Donc, pas d'informations sur la réalité ni l'efficacité des actions prévues au contrat local de santé 2019. De même, l'état des lieux fait par l'ORS en 2023, sur lequel vous êtes appuyé pour construire ce nouveau CLS, a été réalisé sur la seule ville d'Albi, alors que le précédent, en 2018, était réalisé par l'Observatoire régional de santé sur toute l'agglomération. La comparaison entre ces deux photographies a été rendue plus difficile et moins précise. Les deux documents montrent tout de même une évolution préoccupante de la situation socio-économique et sanitaire entre 2018 et 2023. La population d'Albi vieillit davantage, la précarité financière et le chômage augmentent, et la situation sanitaire se détériore, avec une baisse de l'espérance de vie et une mortalité prématurée proche de la moyenne nationale. Nous avons noté avec intérêt la consultation des services municipaux et des acteurs locaux, notamment associatifs, en regrettant cependant que les élus d'opposition n'aient pas été associés à cette consultation. Nous avons aussi noté avec intérêt la participation des membres de la commission Albi Ville Bienveillante, même si cette participation s'est résumée à une seule réunion pour chacun des 4 sous-groupes. Pour ce nouveau contrat local de santé, la liste des actions dans lesquelles la ville d'Albi est pilote ou copilote est très ambitieuse. Animer un groupe de travail sur l'offre existante en santé mentale en direction des jeunes, animer et coordonner un réseau partenarial prévention et dépistage des cancers, animer et coordonner un réseau partenarial prévention du diabète et des maladies cardiovasculaires, etc. Cette liste ne comporte pas moins d'une douzaine de pilotages. Votre ambition est posée, elle est immense, immense même en 5 ans. Actuellement, le service santé compte 2 agents, plus la coordinatrice du contrat local santé. Donc pour la bonne santé des agents qui travaillent, pour que cette ambition affichée devienne une réalité et ne reste pas un simple effet d'annonce, quels sont les moyens humains supplémentaires et donc financiers que vous avez prévus pour concrétiser ce nouveau contrat local de santé? Je vous remercie. Et ce n'est pas aux villes seules de pouvoir résoudre les problèmes de santé, mais c'est d'amener notre pierre à l'édifice. Il y a une espèce de consensus entre les élus santé, que ce soit Rémi Brassier à la région, que ce soit Étienne Moulin au département, que ce soit moi-même, on ne veut pas faire de la santé un sujet de querelle politique. On veut faire des choses constructives. Et nous travaillons de concert, parce que la tâche est immense et qu'il faut qu'on y travaille tous ensemble. Alors, ce que je voudrais dire à Madame Ferrand-Lefranc, c'est que d'abord, on n'a rien à cacher. Hein. Donc, les portraits santé, alors, il y en a un à Glo et un à Ville. Hein. Ils sont sur le site du CREA ORS. Il n'y a pas de souci. Nous savons qu'on a relativement peu de données santé en France, de données locales. Par exemple, M. Cabrolier parlait de la pollution de l'air. Moi, j'aimerais bien avoir l'incidence ou la prévalence de l'asthme. C'est des données qui n'existent pas, malheureusement, qui n'existent pas. Et donc, aujourd'hui, la difficulté, c'est qu'en l'absence de données factuelles, il y a des fantasmes, des choses comme ça. Et donc, aujourd'hui, notre combat, en tout cas le combat que je mène à un autre niveau, qui est un niveau national, c'est de travailler à plus de données de santé.
la situation financière du service santé. Alors, vous avez pu voir à travers les questions que vous avez posées qu'il n'y a pas que moi-même qui fais de la santé. Tous mes collègues élus font de la santé. Michel Franck, quand il fait du sport, c'est du sport santé. Tous mes collègues travaillent sur la santé. Et mon rôle et le rôle du service santé, c'est d'être un peu un assembleur, un catalyseur, peut-être un poil à gratter, j'en sais rien. Mais en tout cas, c'est de travailler tous ensemble. Et ça, c'est cette vision One Health qui dit que la santé, elle doit être dans toutes les politiques. Et ça, c'est le combat que l'on mène. Alors, c'est très compliqué, c'est pas simple, j'en ai bien conscience. Jusqu'en au moins 2035, une pénurie de médecins. Donc il faut qu'on s'organise. Et s'organiser, c'est de créer ces équipes. Alors, là-dessus, vous le savez, on n'est pas d'accord sur le centre de santé public. Encore que, j'ai dit, et je répète, je ne suis pas contre les centres de santé, je suis contre les centres de santé gérés par les municipalités. Lorsque j'ai pris mes fonctions en 2020, la première chose que j'ai dit à Madame le maire, c'est que je voulais faire partie d'un réseau d'élus à la santé. Donc je me suis investi dans ce réseau, je me suis tellement investi que j'en ai récupéré la présidence, que je ne voulais pas, mais enfin je l'ai eue, je la garde. Et aujourd'hui, ça me permet de faire le point avec mes collègues. Les centres de santé gérés par les municipalités sont déficitaires. Ce n'est pas la peine de raconter ce que vous voulez, ils sont déficitaires. Et donc, il faut faire des choix. Soit nous voulons mettre de l'argent, un nombre important de milliers d'euros là-dessus, ou il faut les mettre ailleurs. Moi, je pense qu'en matière de santé, on peut mettre de l'argent sur d'autres choses. On en a mis sur l'internat, on va en mettre sur des actions, etc. Donc aujourd'hui, le centre de santé public, moi je ne suis pas contre, mais géré par quelqu'un d'autre. Alors c'était déjà pour vous dire, Monsieur Angard, que c'est toujours très agréable de travailler avec vous, parce qu'on arrive effectivement à travailler sur le fond et pas sur des clivages politiciens ou politiques. Donc première chose. Donc effectivement, on est tout à fait d'accord sur la question des équipes pluridisciplinaires. C'est évident que des médecins ne peuvent plus travailler seuls. Et notamment, on aura besoin d'infirmières de pratique avancée, infirmières azalées, etc. Donc nous sommes d'accord là-dessus, il n'y a aucun problème. Concernant le déficit pour le centre public de santé dont vous parlez, vous l'avez très justement dit, ce sont des questions de choix politiques, d'utilisation d'argent public. Dans certains cas, l'utilisation d'argent public et un déficit ne pose aucun problème à la majorité. Là, ça en pose un, donc ce sont bien des choix politiques. Ensuite, je reviens effectivement sur la question parce que je n'ai pas eu la réponse. Donc, je comprends bien, puisque nous avons la même formation, la même ambition, en tout cas la même vision en santé environnementale, que vous travaillez, et c'est heureux, avec les autres élus, parce que la santé est partout. Donc c'est tout à fait cohérent, logique et souhaitable de travailler avec les élus au sport, les élus à l'urbanisme, etc. Il n'y a aucun problème là-dessus. Donc ce n'est pas tant au niveau des élus que porte ma question, c'est au niveau des agents. C'est-à-dire qu'avec le projet ambitieux que vous présentez, avec ce contrat local de santé, ma question est, quel est le nombre d'agents, quelle est financièrement l'enveloppe que vous allez consacrer? Parce que je pense qu'avec 2 agents et une coordinatrice pour le contrat local de santé, ça sera fort difficile de mener à bien ceci. Donc ma question, elle est vraiment sur le nombre d'agents dans un service. Sur les moyens, puisque je pense que ça va arriver. Oui, madame, effectivement, ce sont des choix. Je pense que vous avez une phrase qui risque de
m'inspirer, puisque vous avez dit qu'il était intéressant de travailler avec nous, alors avec certains d'entre nous, mais j'ai compris que c'était avec nous, puisque nous n'étions pas sur des postures politiques. Donc je pense qu'effectivement, sur ce sujet comme sur d'autres, il faut oublier les postures politiques. Monsieur Angard vous a fait part de sa capacité, et de son besoin, de son envie et de finalement la nécessité de travailler avec l'ensemble des acteurs de la santé. La santé n'est pas une compétence municipale. De plus en plus, les territoires, effectivement, interviennent sur le champ de la santé, comme vous l'a très bien expliqué Monsieur Angard, parce qu'on voit bien qu'il y a besoin de cette chaîne complète. Je pense que vous étiez attentive au vote du budget. Vous avez vu que nous n'avons pas prévu de recrutement particulier lors du vote du budget pour la tenue de ce nouveau contrat local de santé. Alors, vous n'avez pas voté le budget, mais je pense que vous l'avez quand même regardé. Nous n'avons pas prévu de création de postes, effectivement, parce qu'aujourd'hui, la difficulté qui est la nôtre, en tout cas qui est celle que va prendre l'équipe municipale à bras-le-corps et avec responsabilité, c'est de continuer à rendre le service public à nos concitoyens tout en maintenant le pouvoir d'achat. Ça va être quelque chose qui va être très important. Donc, effectivement, nous n'avons pas prévu de recruter. Mais est-ce que ça va avoir un impact sur la conduite du CLS? Pas du tout. Parce qu'on va faire comme ce qu'on a fait depuis des années, parce que vous n'avez peut-être pas été attentive au précédent CLS, mais il était au moins aussi ambitieux. Il était au moins aussi ambitieux et c'était le premier du genre. On ne savait pas encore forcément travailler ensemble. Aujourd'hui, c'est un deuxième CLS. C'est le CLS de la continuité, de la maturité. C'est celui qui permet de rassembler des partenaires qui ont l'habitude de travailler ensemble. Donc, pourquoi tout de suite dépenser de l'argent? Pourquoi tout de suite ne pas imaginer que les partenaires, effectivement, il peut y avoir un portage, une coprésidence, une façon d'animer l'ensemble des commissions qui puissent être bien évidemment organisées par la ville qui prendra ses responsabilités autour du CLS, mais qui permettent à chacun des partenaires finalement d'avoir une place autour de la table. C'est en tout cas ce qu'on va faire parce que, vous l'avez compris et je vous le répète, il n'y a pas de création de poste envisagée autour de l'animation du CLS. Ça ne serait juste pas raisonnable, pas responsable, et l'argent, on préfère le mettre, comme vous l'a dit Monsieur Angard, à travers l'agglomération au bénéfice de l'internat, à travers le paiement du loyer du centre de consultation non programmé des médecins, parce que c'est ça aussi l'implication de la ville, et ce sont des choses qu'on préfère faire plutôt qu'effectivement recruter sur des actions qu'on pourrait faire de manière partenariale. Donc, nous voterons pour cet engagement important. Les actions opérationnelles proposées par la Ligue contre le cancer sont une bonne et belle aide pour une collectivité. Mais elles ne remplacent pas une politique de santé territoriale claire, bien définie et cohérente entre les annonces et les actes. À ce sujet, nous dénonçons une fois de plus l'aberration du choix de créer des rues le long de structures accueillant des enfants à Cantepeau, le long de la crèche Mosaïque, de la halte garderie de la Négrouillère et de l'école Saint-Exupéry, alors que la pollution de l'air liée au trafic routier est une cause reconnue du cancer du poumon. Le cancer, tout cancer confondu, est la première cause de décès chez les enfants en France. L'urbanisme favorable à la santé que vous revendiquez pour le prochain contrat local de santé demande beaucoup plus que de la sensibilisation des aménageurs, promoteurs et bailleurs sociaux au changement climatique comme prévu dans le contrat local de santé 2. Il demande de la part des élus des engagements forts et résolus de santé environnementale sur les règles d'aménagement urbain, sur la mobilité, sur la végétalisation, sur les moyens humains et financiers consacrés, après une phase de diagnostic et de dialogue entre toutes les parties prenantes. Des solutions existent pour améliorer la qualité de l'air à proximité de nos écoles, de nos crèches et de haltes garderies. Nous en proposerons pour notre programme municipal dans les mois à venir. Pour les élus du collectif pour Albi, la santé des enfants est une priorité. Je voulais simplement poser une question. Est-ce que ce projet était dans les tuyaux au début du mandat?
est-ce qu'il a pesé dans votre décision de fermer la MJC? Je rappelle que dans les années 50, le 13 rue de la République abritait à la fois une auberge de jeunesse et une MJC. Donc on a un peu l'impression de retour vers le futur. Alors si c'est retour vers le futur, est-ce qu'on peut espérer la réouverture de la MJC, ce que préconise notre ministre de la Culture? Juste une prise de parole pour clarifier des choses. Madame Ibert, je ne peux pas vous laisser dire que nous aurions prémédité d'avoir ce projet au moment où nous avons été élus en 2020. Voilà, donc vous avez laissé entendre que la fin de l'association MJC aurait pu nous porter vers ce type de projet. Ce n'est pas du tout le cas. Sachez que, en tout cas, toutes les associations et la majorité des activités qui étaient au cœur de ce bâtiment ont repris vie sur le site du centre de loisirs de la Mouline. Et aujourd'hui, en fait, avec le carré de la Mouline, le carré des arts, les albigeois, qu'ils soient jeunes, moins jeunes, peuvent accéder aux activités. Donc je crois que cette étude va pouvoir nous apporter des compléments et surtout nous permettre d'envisager les auberges de jeunesse d'aujourd'hui, mais pas celles d'hier, parce qu'aujourd'hui, notre jeunesse n'est pas celle des années 50 ou 60. Elle aspire à d'autres propositions. Et donc, il est important de pouvoir faire cette étude pour éventuellement redonner vie à ce lieu. Merci beaucoup, Madame Boucabeille. En effet, je crois que c'est vraiment l'objectif de cette étude, Monsieur Boud. Et effectivement, ça faisait un petit moment que vous l'aviez évoqué, cette question de l'auberge de jeunesse. C'est l'objectif de l'étude. Le 13 rue de la République coche beaucoup de cases, comme vient de le dire Madame Boucabeille, mais l'étude nous dira si c'est le meilleur endroit, s'il y en a d'autres, nous fera des propositions alternatives. En tout cas, c'est vraiment l'intérêt de cette étude que nous lançons. Et idem pour la gestion, puisque vous êtes venu sur le volet de la gestion. Comment gérer cette structure? Quel type de gestion devons-nous avoir pour cette structure? C'est l'intérêt de l'étude. En tout cas, je note dans vos interventions qu'il n'y a pas d'opposition à la création de cet établissement, et je crois que c'est une très bonne chose, parce que quand on parle d'intergénérationnel, quand on parle de tourisme durable, quand on parle finalement d'une capacité à découvrir d'autres villes de manière la plus inclusive possible, l'auberge de jeunesse répond particulièrement. À propos de cette amie-là, est-il possible de savoir si des études d'impact au niveau sonore ont été réalisées au préalable? Va-t-il y en avoir? Monsieur Bongard parlait tout à l'heure donc des nuisances liées au bruit. Si je lis ce que vous répétiez tout à l'heure, les conventions d'occupation dédiées sont en cours de finalisation. Donc il y a des modalités techniques et opérationnelles. Qu'est-ce qui se cache derrière ces mots? Qu'est-ce qu'il y a derrière ces mots? Par ailleurs, est-il possible d'avoir une idée peut-être des montants que la ville compte percevoir pour cette mise à disposition, que ce soit la volière ou la volière de drone ou le karting? Et à un moment donné, on vous parlait d'un passage prévu de l'électrique des cartes pour les cartes. Du passage donc de moteur thermique au moteur électrique, il est prévu quelque chose au niveau temporel, je ne sais pas, c'est au bout d'1 an, 2 ans, 3 ans. Voilà, c'était trois petites questions. Merci. Dont nous prenons acte ici, ne sont pas jointes et nous ne pouvons pas en avoir connaissance. Donc on aimerait bien être destinataire de ces conventions comme tout à l'heure. Elles étaient jointes à la délibération précédente ainsi qu'à d'autres délibérations. Alors, elles sont en cours de finalisation. Évidemment, vous en serez destinataire dès lors qu'elles auront été finalisées et signées. Après, je pense qu'on peut faire confiance à la commission qui a fait un choix. On peut faire confiance, même si j'ai bien compris dans les termes de votre voisin qu'on parlait de se cacher. Qu'est-ce qui se cache? Je crois que tout est dit. Je crois que tout est dit dans le qu'est-ce qui se cache. Il n'y a jamais une fois où vous vous dites qu'on peut essayer de trouver une solution qui soit constructive pour tout le monde. Il n'y a jamais une fois où vous vous dites, c'est terrible de vivre dans le doute, de toujours chercher ce qu'on pourrait vous cacher. Mais en fait, je crains que vous ne soyez très très déçus parce qu'en fait, on ne cherche pas à vous cacher quoi que ce soit. Et d'ailleurs, on est en totale transparence. On vous donne l'activité, on vous donne le nom. Je peux vous dire que sur le karting, il y en a déjà qui sont électriques.
Les autres le deviendront au fil du temps. L'idée, effectivement, de le passer en conseil municipal le plus vite possible, c'est que les opérateurs ont envie de commencer leurs activités et que si on attend le conseil municipal d'avril, on leur fait perdre 3 ou 4 mois, c'est peut-être un petit peu dommage. Donc l'idée, elle est là. Mais je vous assure que dans notre vie, on n'a pas pour objectif le matin en se levant de se dire qu'est-ce qu'on va pouvoir leur cacher. Ne vous inquiétez pas, moi je ne crois pas que vous cachez quoi que ce soit. Au contraire, même on voit très clairement que sur cette question, vous n'avez... En fait, la problématique qui est maintenant autour du circuit, c'est qu'il n'y a plus de projet. Il y a un grand vide. Et on le voit ce vide. C'est-à-dire qu'on attend qu'il y ait des opérateurs qui proposent des choses pour naviguer en fonction de ce qu'ils proposent. Et puis bon, ça a l'air pas mal, on va le faire. Ça, bon, c'est pas terrible, alors on laisse tomber, mais on va faire du karting, c'est bien, ils vont devenir électriques. Moi, je trouve que c'est bien, mais ça nous dispense, et ça ne devrait pas nous dispenser, d'une véritable régie transparente sur la gestion de cette infrastructure, quelque chose qu'on demande depuis longtemps et pour laquelle nous n'avons toujours aucune transparence. Mais je ne dis pas que vous cachez quelque chose, je dis que ça manque de transparence, c'est pas pareil. Et Monsieur Pranière, on ne va pas jouer sur les mots, mais si c'est pas transparent, c'est opaque. Donc, quand même un petit peu. Vous me l'ôtez de la bouche, Madame le maire. Ah ben je sais bien, mais Monsieur Pranière, ça fait quand même suffisamment d'années qu'on discute du circuit, vous et moi, pour que je connaisse à peu près votre position. Il n'y a pas de problème. Après, je me permets aussi de vous rappeler quelque chose. Donc, une commission ne signe pas les conventions et l'appel à manifestation d'intérêt, il part d'un document. L'appel à manifestation d'intérêt, on ne part pas de rien. On navigue pas à vue, Monsieur Pranière. On a fait un certain nombre de propositions parce qu'ensemble, on a décidé effectivement de donner un avenir à cet espace avec un certain nombre de contraintes qui sont celles de l'homologation et celles effectivement des enjeux d'aujourd'hui, parce que là aussi, j'ai entendu parler d'études d'impact, mais pour des cartes électriques, je ne suis pas sûre qu'il y ait besoin d'études d'impact. Hein. Et aujourd'hui, et la volière de drone, vous vous doutez bien qu'on a fait en sorte de prendre une solution qui n'est pas d'impact. On n'est quand même pas complètement idiot. Et je dois dire que payer des études d'impact, on en paie assez comme ça. Payer des études de bruit, on en paie assez comme ça. Donc, on part sur un nouveau projet. Il y a l'appel à manifestation d'intérêt qui est dans ce document que, visiblement, vous n'avez pas relu depuis un petit moment. Mais je vous assure que dedans, tout est écrit. Et le projet, il est là. Et on a ouvert. Et on a regardé dans les réponses qui étaient cohérentes avec l'appel à manifestation d'intérêt, on a regardé ce qui correspondait aux enjeux. Donc voilà, je ne vais pas reprendre ma tirade sur le « on est fiers de ce qu'on vous présente », mais quand même un tout petit peu, oui, on est très fiers de ce qu'on vous présente. Oui, c'est à peine si j'ose poser une question. Je vais essayer de poser une question. Elle n'est pas suspicieuse, non, pas du tout. Ne le prenez pas surtout pour une attaque. Je suis sûr que vous cachez rien, j'ai compris. C'est juste un souci un peu de transparence pour les habitants d'Albi. Alors, c'était la question la suivante, c'est ce que vous venez d'évoquer. On est passé du club Black Cats Albi, donc des subventions avaient été données quand même assez importantes lors du championnat du monde à l'automne, et cette association a été dissoute. Et on passe à une autre association qui s'appelle Le Procédé. Peut-on savoir pourquoi, enfin, vous avez des précisions sur cette dissolution? Qu'est-ce qui explique qu'elle a été dissoute? Ça s'appelle la vie associative. Oui. Et notre position nous interdit de faire de la gestion de faits. Donc une association a été dissoute. On rend hommage au travail qui a été le leur et à la manière qu'ils ont eu pendant des années de porter la pratique de cette discipline, de la développer au niveau, y compris national, d'organiser un certain nombre de championnats. La vie associative fait que cette association a été dissoute et qu'effectivement, une nouvelle association, grâce à l'implication de nouveaux bénévoles, se met en place et c'est une très bonne chose pour les pratiquants de cette discipline. Oui, nous allons nous abstenir. Pour Apivisio, nous sommes conscients évidemment que des seniors sont en difficulté pour se déplacer, se mouvoir, ça ne fait pas de doute. Pour autant, est-ce qu'il faut encourager cette forme de culture, donc avec les applis? Comme en témoigne la réussite, vous l'avez tous constaté, du repas des aînés, c'est bien le besoin de rencontres, de contacts qui prédomine. Par ailleurs, l'offre, enfin, de notre point de vue, l'offre est déjà pléthorique, souvent gratuite, peu chère. L'UPT, ses visioconférences, la médiathèque et ses MOOC, y compris sur la santé d'ailleurs.
Alors je crois pas pour nous, je crois pas qu'il convient de rajouter encore et encore 5 400 €. C'est quand même une belle somme. Par ailleurs, on se demandait s'il n'était pas possible d'offrir peut-être, je sais pas, un bouquet de possibilités de l'existant en matière de formation numérique, de réflexion sur la santé. Voilà, c'est pour ça qu'on s'abstiendra lors de cette délib. Juste en un mot, hein, mais comme je le disais, c'est véritablement une offre complémentaire à ce qui existe déjà. On invite évidemment tous ceux qui le peuvent à profiter de l'offre associative et municipale. Là, c'est quelque chose qui peut venir en complément, y compris pour ceux qui profitent du reste. Hein. Et on fera évidemment, comme on le fait toujours, un bilan après une année d'utilisation. On a déjà quasi une centaine de demandes qui est arrivée au CCAS la semaine qui vient d'arriver là. Alors, c'est à propos de la décision 366 qui concerne la centrale d'achat numérique et télécom Canut. Donc, en fait, plus généralement, c'est à propos du numérique. Quand aurons-nous un retour sur les causes et les conséquences de l'attaque massive des systèmes informatiques qui ont paralysé les services de la ville en 2024 pendant 2 mois? Autre question, quand la nouvelle interface numérique de la ville sera-t-elle totalement opérationnelle? Actuellement, elle ne permet toujours pas d'accéder à de nombreux documents sur Internet. Donc, un message d'erreur 404, document non trouvé, survient. Nous l'avons signalé, mais constaté ni réponse ni amélioration. De façon encore plus générale, l'accès aux documents est quand même un parcours du combattant. Même avec l'avis favorable de la commission d'accès aux documents administratifs, nous sommes obligés d'aller jusqu'au tribunal administratif pour avoir les documents. Alors, j'ai bien noté ce que vous avez dit tout à l'heure, à savoir, on ne cherche pas à cacher quoi que ce soit. Donc, ma question est simple, pour quelle raison n'arrivons-nous pas à avoir ni réponse ni document quand on les demande? Merci. Je note que donc nous avons droit maintenant à une nouvelle manière de faire, c'est-à-dire qu'on se sert d'une décision tout à fait dérisoire pour poser 50 000 questions en fin de conseil, après avoir fait savoir qu'il n'y aurait pas de questions, parce que quand même, vous nous avez écrit qu'il n'y aurait pas de questions à la fin de ce conseil. Vous avez peut-être changé d'avis, mais il n'y a absolument aucun problème. On répondra à toutes ces questions. Pardon ? On répondra à toutes ces questions, bien évidemment, en temps et heure, comme on le fait avec les décisions, c'est-à-dire que on a pris l'habitude, et vous le savez, de répondre aux décisions ultérieurement. Donc, puisque vous nous interpellez au moment des décisions, on vous répondra ultérieurement.